Marie-Claude Marcelier, bonjour. Vous avez publié au PUF Le mépris des bêtes, un lexique de la ségrégation animale, sur toutes ces expressions épouvantables qui permettent de mépriser les animaux. C'est une vraie dinde, les pattes, etc., etc. Alors il y a un mot qui ne fait vraiment pas consensus actuellement, c'est l'anthropomorphisme. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors l'anthropomorphisme, donc anthropos c'est les humains, morphisme c'est la forme, donc l'idée c'est, l'anthropomorphisme c'est attribuer à des êtres ou des éléments non humains des caractéristiques qu'on considère exclusivement réservées aux humains. Donc, c'est une façon encore de mépriser finalement les animaux, c'est-à-dire qu'on leur refuse d'avoir des sentiments ou d'avoir des attitudes parce qu'on les trouverait trop humaines. Exactement, c'est-à-dire que c'est une sorte de déni, même si un chien qui a des manifestations de joie, ces manifestations elles sont quand même faciles à interpréter par rapport à celles d'un humain, eh bien on va décider de manière arbitraire que ce mot joie ne peut pas être attribué au chien. Et donc ça permet, alors c'est complètement arbitraire puisque effectivement comme on ne connaît pas les états mentaux du chien, c'est un peu difficile de savoir, de décréter de manière aussi brutale qu'il ne peut pas ressentir de la joie, mais en fait c'est dicté évidemment par des considérations philosophiques ou théologiques qui disent que les autres animaux ne peuvent pas ressentir d'émotions ou ne peuvent pas connaître. Il y a quelques scientifiques qui commencent quand même à protester là-dessus. Je pense à Frans de Waal, que vous le citez d'ailleurs dans votre livre, qui est très très connu aujourd'hui et qui dit bah non, il y a un bon anthropomorphisme en même temps. Il y a un mauvais qui est dangereux si on commence à considérer que le chien justement a la même joie que nous, mais il a de la joie aussi quand même. Donc finalement, c'est utile l'anthropomorphisme d'une certaine façon. En fait, l'anthropomorphisme, c'est un réservoir de questions. C'est-à-dire à partir du moment où on commence à comprendre que les autres, on fait tomber les barrières entre les humains et les non-humains, on commence à comprendre que nos aptitudes intellectuelles et émotionnelles sont très proches, eh bien, on a toute une série de questions qui s'ouvrent. C'est-à-dire, est-ce que des animaux non-humains connaissent la réconciliation ? C'est une question. Alors Frans de Waal donc, il a écrit un livre sur ce sujet et on voit bien que dans les chimpanzés qu'il étudie, lorsqu'il y a des disputes entre des individus, il y a un temps qui suit dans lequel les individus se retrouvent, qui se disputaient, se retrouvent et ils échangent des gestes affectueux et puis la tension s'apaise dans le groupe et on peut légitimement parler de réconciliation. Ouais. Alors, vous parlez aussi d'un autre terme très intéressant, c'est la mentaphobie. Alors, qu'est-ce que c'est que la mentaphobie ? Donc, la mentaphobie, c'est un terme qui a été forgé par un éthologue américain, Griffiths, et qui a fait l'objet d'un livre, il n'y a pas longtemps, par David Chauvet. Et en fait, la mentaphobie, ça désigne, donc menta c'est l'esprit, phobie c'est la peur de certaines personnes d'attribuer des états mentaux aux autres animaux. C'est-à-dire que c'est une attitude qui consiste à nier que les autres animaux puissent avoir des états émotionnels ou intellectuels. Et à travers la mentaphobie, on refuse aussi aux animaux, s'ils n'ont pas de sentiments, qu'ils n'ont pas d'individualité. Ça aussi, c'est un concept nouveau. On découvre enfin qu'il n'y a pas les porcs ou les éléphants. Il y a des porcs et il y a des éléphants. Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est les éthologues de terrain. Bon, alors d'abord, il faut savoir que n'importe quelle personne qui a la chance de vivre avec un chien ou un chat sait parfaitement que son animal n'a rien à voir avec celui d'avant ou celui bien sûr. Voilà, que les chiens ont chacun leur personnalité, leurs désirs, leurs aversions, ont chacun des modalités d'interaction avec tous les autres êtres humains ou non humains qu'ils croisent, mais cette notion d'individualité, elle a été étendue, en fait, je pense maintenant, potentiellement à tous les animaux non humains. D'ailleurs, vous parlez des éléphants, c'est intéressant l'exemple que vous donnez. Alors effectivement, les éléphants, qui forment des groupes extraordinaires, parce que il y a vraiment un groupe qui est tenu par une matriarche avec des ensembles d'éléphantes et leurs petits, et qui vivent vraiment comme une famille. Et les familles donc bougent ensemble, des clans différents se reconnaissent à distance, des barrissements entre les éléphants permettent une identification personnelle. Chaque éléphant barille
d'une manière spéciale et est reconnu par ses compères. Et donc les éthologues se sont aperçus qu'un individu pouvait comme ça reconnaître le barrissement de 100 ou de 200 autres individus. Ouais, ce qui montre vraiment que finalement les animaux et nous, c'est vraiment quasiment la même chose. Nous sommes des animaux. Exactement. Et les autres les animaux non humains sont très proches des humains. Merci.